donc, mesdames et messieurs, c'est la première d'une innovation, c'est-à-dire des saisons de l'Académie René Vivien à Montpellier, délégation Occitanie. Donc, on va essayer aujourd'hui de vous faire comprendre qui est René Vivien et puis aussi de lancer peut-être un programme de rendez-vous en 2022, 2023 et peut-être d'autres années si justement ça vous intéresse. Alors, cette délégation de l'Académie René Vivien en Occitanie n'est pas la seule délégation en France, puisqu'il y a des délégations aussi en Île-de-France et en Picardie, et aussi dans la région PACA, puisque le siège aujourd'hui de l'Académie se trouve donc à Châteauroux-les-Alpes. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Imogen Bright, qui est la petite nièce de René Vivien, dont nous allons bientôt parler, qui était poétesse de la Belle Époque, une femme libre et moderne. Et puis ensuite, donc, à ses côtés, on a Madame Marie Vermont-Rémuneau, qui est poète, bien sûr, mais aussi présidente de l'Académie René Vivien. Alors, cette Académie René Vivien a été mise en place dans les années 70. Non, 1994. 1994, donc, bon, je suis un peu en retard sur l'horaire, avec Claude Évrard, qui était un poète, et donc Marie Vermont à l'époque, qui ont décidé de mettre en place cette Académie René Vivien. Étant entendu que René Vivien, de son vivant, était très connu, qu'elle avait été ensuite, elle est décédée prématurément, publiée et ensuite même un peu sponsorisée, on dirait aujourd'hui, par un prix qui s'appelait le prix donc René Vivien, à l'initiative de sa compagne qui était la baronne von Zuylen, la baronne von Zuylen était aussi une des filles Rothschild, de Salomon de Rothschild, à l'époque, donc quelqu'un de très en vue à Paris, mais aussi un peu sur le plan international. René Vivien avait plusieurs origines. Elle était à la fois anglaise et en même temps américaine, et elle vivait en France. Elle était, enfin on va vous en parler, donc, et puis on est en face donc non seulement d'une poétesse qui s'est fait connaître au début du siècle dernier, mais également en face d'une traductrice, car justement René Vivien était une helléniste émérite, au sens où on lui doit un certain nombre de poèmes redécouverts, des Kitharèdes et puis surtout de Sophe. Elle a été aussi pendant longtemps l'élève et en tout cas une amie aussi de Jean-Charles Brun, qui était né à Montpellier et dont on parlera certainement à l'occasion de l'entretien qui va suivre. Donc je vous laisse aujourd'hui écouter donc Imogen Bright et Marie Vermont qui vont vous présenter justement René Vivien. René Vivien qui renoue donc avec 5 siècles de poésie, est issu donc de l'héritage gréco-latin. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à nos intervenants. Merci. Alors c'est moi qui commence, n'est-ce pas? Ah, merci beaucoup. Je vais me mettre au pied, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais commencer avec une petite question. Pourquoi René Vivien était importante pour aujourd'hui? Quel est son intérêt et qu'est-ce qu'elle représente pour nous aujourd'hui? Et je voudrais commencer avec 2 petites citations que j'ai trouvées tout récemment. Elle heurte les idées préconçues. Elle bouscule le bien-pensant dominant. Alors elle était rebelle, elle osait dire ce qu'elle pensait, elle n'avait pas de soucis sur les conventions et choses comme ça. Alors, pour quelques-uns, c'était un coup de foudre poétique, c'était un don éblouissant de poésie, et vraiment quelque chose de très spécial que nous verrons plus tard. Et comme nous avons déjà dit, René Vivien, c'était une femme très moderne
Et c'était en avance de son temps, vraiment, essayer de se libérer comme ça au début des années les années du début du 20e siècle, n'est-ce pas, avec son indépendance, soit morale, soit intellectuelle. Mais c'était une femme très courageuse parce qu'elle a pu prendre sa place dans un monde très masculin. C'est très difficile de nos jours, n'est-ce pas? Imaginez les problèmes qu'elle était en face d'elle, n'est-ce pas? Même si les critiques ont bien reçu quelques-unes de ses œuvres, vraiment, ils peuvent toujours diminuer, de critiquer un peu, de dire que c'est trop romantique, que elle a copié de cette fille de Baudelaire, quelque chose. On n'a jamais le jugé comme femme indépendante. C'était un monde littéraire tout à fait masculin. Elle a vraiment été très courageuse de pouvoir afficher ses amours lesbiennes, mais ça faisait toute une partie de sa rébellion, de sa révolte, de pouvoir changer un peu la conversation. Et aujourd'hui, elle sert comme une inspiration pour les femmes. Ils sont de nombreuses femmes dans plusieurs conditions, n'est-ce pas? Elle a redonné la place à la femme, presque. Et avec son œuvre, elle a créé une communauté des femmes, parce qu'elle a beaucoup étudié les femmes au cours des siècles, des écrivains, sur les légendes, choses comme ça, et donc elle a donné cette importance, cette confiance en soi-même comme femme. Et avec vraiment son ex-libris, c'est très joli, pardon, nous n'avons pas une photo là-bas, avec beaucoup de livres, il y a des petites violettes dont on parlera plus tard, mais avec cet ex-libris, ça nous dit, en grec bien sûr, pour vous, mes belles, mes pensées se fixent. Et ça représente la communauté et cette idée de communauté entre femmes. Et Jean-Charles Brun a dit aussi, il vécut exclusivement pour la littérature et pour l'art. Et ça, c'est intéressant que les hommes critiquent. Ils ne peuvent pas croire que les femmes puissent être tellement sérieuses et avec quelque chose qu'ils doivent accomplir pendant la vie. Les femmes sont légères comme ça. Et la cohérence, on verra plus tard, elle a écrit des très intéressants petits carnets à l'âge de 17 ans. Elle a vraiment un but à cet âge-là. Cette cohérence de cette ambition, c'est duré jusqu'au dernier mois de sa vie. C'est extraordinaire. Et finalement, nous avons une petite citation de Jean-Charles Brun. Renée Vivien gagnerait infiniment à être présentée telle qu'elle était et non telle qu'on l'imagine. Un grand fort de suppositions. Et ça continue jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Les suppositions, les icônes, elles ne la représentent pas comme personnalité, comme personne très érudite avec beaucoup d'aspects de sa personnalité. Et maintenant, nous allons commencer avec deux poèmes, comme une petite introduction. Voilà, deux poèmes donc, de Renée Vivien. Alors, l'automne, tout d'abord, puisque ça nous a semblé bien à propos, en ces premiers jours d'automne, de vous présenter ce poème qui est extrait de son recueil Cendres et poussière, un recueil qui a été publié en 1902. L'automne s'exaspère, ainsi qu'une bacchante, folle du sang des fruits et du sang des baisers, et dont on voit frémir les seins inapaisés. L'automne s'assombrit, ainsi qu'une bacchante au sortir des festins empourprés. Elle chante la moite lassitude et l'oubli des baisers. Les yeux à demi-morts, l'automne se réveille dans le défaillement des clartés et des fleurs, et le soir appauvrit le faste des couleurs. Les yeux à demi-morts, l'automne se réveille. Ses membres sont meurtris, son âme est pareille aux coupes sans ivresse où ses feuilles et les fleurs. Ayant bu l'amertume et la haine de vivre dans le flot triomphal des vignes de l'été, elle a connu le goût de la satiété. L'éternelle amertume et la haine de vivre corrompent le festin où le monde s'enivre
L'automne, ouvrant ses mains d'appel et de faiblesse, se meurt du souvenir accablant de l'amour et n'ose en espérer l'impossible retour. Sa chair de volupté, de langueur, de faiblesse implore le venin de la bouche qui blesse et qui sait recueillir les sanglots de l'amour. Le cœur à demi-mort, l'automne se réveille et contemple l'amour à travers le passé. Le feu vacille au fond de son regard lassé. Le cœur à demi-mort, l'automne se réveille. La vigne se dessèche et périt sur la treille. Dans le lointain, pâlit la rive du passé. C'est triste. Et donc un second poème, Attis, un poème extrait de son recueil Évocation, qui a été publié en 1903. Et ça commence avec une ligne, une citation de Sappho. Je t'aimais, Attis, autrefois. C'est le poème qui s'appelle Attis. Je reviens chercher l'illusion des choses d'autrefois, afin de gémir en secret et d'ensevelir notre amour sous les roses blanches du regret. Car je me souviens des divines attentes, de l'ombre et des soirs fébriles de jadis. Parmi les soupirs et les âmes ardentes, je t'aimais, Attis. J'aimais tes cheveux tramés de clair de lune, ton corps ondoyant qui se dérobe et fuit, tes yeux que l'éclat de l'aurore importune, bleus comme la nuit. J'aimais le baiser de ses lèvres amères, j'aimais son baiser au merveilleux poison, jadis. Et j'aimais tes injustes colères et tes trahisons. Attis, aujourd'hui tu pâlis et je passe, tel un exilé sans désir de retour. Toi, moins souriante et moi, l'âme plus lasse, plus loin de l'amour. Voici que s'exhale et monte avec la flamme, et l'essor des champs et la laine des lys, l'intime sanglot de l'âme de mon âme. Je t'aimais, Attis. Alors Renée Vivien, de son vrai nom, Pauline Tarn, est anglaise. Elle est née à Londres le 11 juin 1877 dans une famille fortunée. Son père, John Tarn, est un rentier anglais et c'est un homme généreux, très affectueux et très attentif. Hélas, en 1886, âgé de 40 ans, il meurt alors que Pauline n'a que 9 ans. La mère de Pauline, Marie-Gillette Barnet, est une Américaine née dans le Michigan. C'est une femme égocentrique et dure. Et après la mort de son mari, elle élèvera sa fille à moindre frais, se souciant principalement de profiter de la fortune laissée par le père, par son défunt mari. Beaucoup de légendes autour des origines de Renée Vivien, de Pauline, comme le disait Martine en introduction. Effectivement, on l'a dit, d'origine hawaïenne, d'origine norvégienne, irlandaise. Certains la fille de pasteur, d'autres fille d'Édouard VIII, ce qui expliquerait son immense fortune et son train de vie et les nombreux voyages que cela lui a permis de faire. Et elle-même se plaisait à entretenir ces légendes, se disant d'origine scandinave, franco-irlandaise, voire même viking. Voilà un petit peu cette entrée en matière de ce personnage. Oui, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de choses. Et qui intrigue beaucoup et qui effectivement suscite l'intérêt d'un certain nombre de personnes. Absolument. Et moi, je parlais un peu des amateurs de Renée Vivien aujourd'hui. Qui sont-ils? Alors, nous avons toutes sortes de gens, hommes, femmes, chercheurs qui viennent me visiter pour faire des recherches universitaires, mais il y a aussi des femmes qui écoutent la musique. Il y a une femme à Paris, Pauline Paris, qui a composé des très jolies chansons sur plusieurs poèmes. Ça, c'est plus moderne, n'est-ce pas? Et je viens de me mettre en contact avec un homme, une femme bijoutier qui a
vu par hasard une photo de René Vivien et cela l'a inspiré à traduire toutes les œuvres en langue anglaise. Moi, c'est une grande ambition, c'est un peu de travail là-bas, mais c'est extraordinaire. Et j'ai aussi quelques impressions qui m'ont été communiquées. Les voici, quelques-uns. On a le sentiment que c'était une personne très gentille, sensible et généreuse. Et ce qui m'intéresse beaucoup, une grande aide pour les personnes qui sont seules ou malades. Elle peut toucher beaucoup de personnes. Et je connais un artiste qui me dit d'avoir la sensation de la présence de René Vivien pendant qu'elle travaille, je fais sa création. Elle est avec elle pendant ce processus créatif, la poésie à la musique, toutes les choses qui viennent à l'artiste. Et d'autres ont la fascination de la poétesse intelligente, originale et émancipée. Et beaucoup autres me disent que c'est comme on la connaît, vraiment, elle est tout proche, elle est comme une amie presque. Et il y a aussi une phrase, les parfums du printemps font penser à elle, comme elle était là, présente avec vous. Une autre femme poète et musicienne parle d'un coup de foudre poétique, merveilleuse et puissante poésie, un éblouissant talent, un don pour nous tous. Une personne qui nous tient au cœur. Et aussi, il y a une femme, un médecin, Tivan Nguyen, médecin à Paris, qui a trouvé par hasard un recueil de René Vivien. C'était une révélation pour elle. Elle avait tant d'admiration et elle voulait rendre hommage en esprit de justice, un peu contre Nathalie Barney, qui avait deux choses publiées en même temps. Elle voulait faire quelque chose pour René Vivien. Elle a dit que c'était douce, finement intelligente, secourable et fidèle. Vraiment, c'est un très joli recueil. J'espère qu'il soit toujours disponible dans les librairies. C'était très personnel, fait avec amour, vraiment. Et bien sûr, ces gens-là qui apprécient le nom Pauline comme était son nom de naissance, n'est-ce pas? Et René Vivien est enterré au cimetière de Passy à Paris. Et beaucoup de visiteurs ils viennent la visiter très souvent. Et le 18 novembre, c'est l'anniversaire de la mort. Nous avons toujours une petite cérémonie là-bas. Merci. Donc René Vivien qui repose éternellement à Passy. Passy, ce quartier parisien, et Paris pour qui elle a voué un amour sans faille, parce que dès son enfance, elle a fait plusieurs séjours en France. Et à partir de là, elle va nouer avec notre pays une fidélité et un amour pour ce pays. La France, dira-t-elle, c'est la patrie de mon âme. Et dans son journal de jeunesse, elle écrit « Je suis si heureuse de rester à Paris, il y a si longtemps que je n'ai vu un printemps à Paris, c'est si beau. Les marronniers des Champs-Élysées sont un rêve. Le bois est merveilleux, les boulevards sont pleins de verdure, les rues et les places pleines de soleil. Tout le monde a l'air gai. Les dames ont de fraîches toilettes de fleurs, il y a du plaisir dans l'air. La Seine est d'un si beau vert et coule si doucement. Enfin, Paris, c'est la capitale du printemps. » Et la famille Tan va s'installer à Paris, dans le quartier des Champs-Élysées, avenue du Bois, 23 avenue du Bois, et un appartement, un lieu que René Vivien retrouvera à un certain moment de sa vie, où elle séjournera jusqu'à sa mort. Et dans cet immeuble vit la famille Chilito. Et les Tarn se lient d'amitié avec cette famille. Ils ont une fille aînée, Violette, qui est une enfant prodige, brillante, qui est une musicienne remarquable, qui lit Platon et Dante dans le texte, et qui va à la Sorbonne faire des mathématiques pour son plaisir. Alors il est bien évident que Pauline et Violette vont se lier d'amitié, une amitié qui sera
durable, on va le voir par la suite. Et Pauline, de son côté, va recevoir une éducation française. Elle va lire beaucoup et de tout très tôt et se constitue ainsi une grande culture. Elle maîtrisera parfaitement le français et la littérature française et anglaise. Elle apprendra l'italien pour lire Dante dans le texte et elle aura bien sûr l'intention d'étudier le grec pour, dit-elle, traduire Sappho, ce qu'elle fera plus tard. Elle s'intéresse aussi beaucoup aux légendes nordiques, ce qui nourrit peut-être aussi les mystères qu'elle peut développer et faire planer sur ses origines, et puis ce qui a pu inspirer aussi un de ses ouvrages, Brume de Fjord. Et puis Pauline était musicienne, une excellente musicienne, et la musique l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je crois que tu veux développer un petit peu. Oui, je parle un peu sur la musique. Comme nous avons dit, Marie a dit, la musique était très importante dans la vie et aussi dans l'œuvre de René Vivien. Voici une petite ligne. Je me suis égarée en la vaste musique. Alors, c'est la musique, c'est autour de nous. C'est la vie, la musique, des choses comme ça. Et plusieurs poèmes proposent des titres musicaux. Par exemple, il y a les musiciennes mortes à l'âge de 17 ans. Elle a composé un poème à l'âge de 17 ans et ont déjà découvert les poètes grecs. Bien sûr, nous savons que les poètes grecs, la poésie était accompagnée par la musique, les lyres et d'autres instruments qu'on a perdu trace maintenant. Elle a vraiment écrit son à l'âge de 17 ans. C'était remarquable. René Vivien utilise le titre chanson 11 fois dans son œuvre. Par exemple, nous avons chanson pour elle, chanson pour mon ombre, chanson norvégienne, etc. Et nous avons aussi la première ligne de ce recueil Évocation de 1903, Douceur de mes chants allant vers Mytilène. Et Mytilène, bien sûr, c'est l'île de Lesbos et de Sappho et la musique, etc. Dans une lettre écrite à Amédée Moulet, qui date de 1894, elle écrit « Cet ami, c'est mon piano. Quand je suis triste, je sais lui confier toutes mes peines dans un adagio de Beethoven ou une nocturne de Chopin. Il y a un morceau que je joue toujours quand je suis triste. Et quand je suis gai, je viens jouer des scherzos ou des allegros de Beethoven. » Et nous avons quelques autres citations. « Chaque poète est musicien. La musique est la pensée même. » Dans une lettre à Jean-Charles Brun en 1902, elle écrit « Je suis esclave de la musique. » Et nous savons qu'elle aimait aussi Wagner, et je crois, il semble qu'elle ait visité Bayreuth 2 ou 3 fois, quelquefois. Dans la première édition de son roman Une femme apparue, elle introduit chaque chapitre avec un extrait de musique par un de ses compositeurs préférés, Schumann, Chopin, Beethoven. Et plus tard, René Vivien organisait des soirées musicales chez elle, et avec une lettre de Madame Charles, j'espère que je le trouve, pardon, si pas, on le laisse percer. Non, voilà. Elle écrit à Madame, la femme de Jean-Charles Brun. Si vous et Monsieur Suzanne n'avez rien de mieux à faire dimanche, venez donc chez moi à partir de 3 heures afin d'entendre de la belle musique. Une chanteuse admirable vous charmera, une autre vous éblouira. Alors, une petite précision, Madame Suzanne, elle se plaisait à appeler son amie Jean-Charles Lebrun Suzanne. Ah oui, on verra plus tard. Oui, c'est tout un jeu dans cette correspondance. Merci, Marie. Très bien. Et assez récemment découverte, il se trouve un don
une collection d'instruments anciens que René Vivien a fait une récolte, n'est-ce pas? Pardon, une collection d'instruments musicaux anciens qui se trouve actuellement à la Cité de la Musique, Musée de la Musique à Paris. Ils sont très intéressants, ces instruments. Ils viennent de plusieurs pays, de l'Iran, bien sûr du Japon, avec ce grand intérêt au Japon, et des choses de l'Europe et un peu partout. Moi, c'est très, très intéressant. Ça nous montre cet aspect de son intérêt à la musique. Et plus tard, après le décès de René Vivien, compositeur et chanteur ont été inspirés par elle. Je fais la liste, Marie, je sais pas le plus tu veux. Il y avait par exemple 2 mélodies composées par Louis Aubert en 1910, de poèmes Nuit Mauresque et Aigues Marines, et René Battant en 1919, Dans un coin de violette, c'était 6 poèmes. Et j'ai déjà parlé de Pauline Paris, cette femme moderne qui a composé 13 poèmes en musique. Vous avez... En 2019. Oui, c'est ça, vous pouvez l'acheter. Et il y a, si vous pouvez trouver les œuvres de Nicole Albert, parce qu'il a écrit de très bonnes choses sur René Vivien. Et si vous cherchez une collection des œuvres, c'est celui-là, c'est avec une bonne introduction faite par Nicole Albert. Il y avait aussi cette femme, Suzy Solidor, qui était un peu... Une chanteuse réaliste. Ah, oui, c'est ça, dans les années 30, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu plus tard. Elle a fait une anthologie d'œuvres, poèmes sur l'espace, même Baudelaire, Valéry, pas seulement des féministes. Et plus récemment, il y a une femme au Canada qui s'appelle Karen O'Keefe. C'est un rock band et elle a composé la chanson My Dear Violet. Et voici, nous allons et là, écouter. on se propose de vous faire entendre une des mélodies qui a été composée par Louis Aubert, dont a parlé Imogène à l'instant. Il s'agit d'Aigues Marines, et interprétée par Françoise Massé.
revenons un petit peu à Pauline, qui perd son père à l'âge de 9 ans, et cette disparition va bouleverser sa vie. Car en effet, les relations avec sa mère vont être très difficiles, hein, parce que celle-ci essaiera par tous les moyens de récupérer l'héritage de Pauline, celui de son père, mais également celui de son grand-père paternel. Et allant même jusqu'à tenter de la faire enfermer pour dérangement mental. Pauline, dont le tuteur était son oncle, va se retrouver sur décision de justice, suite à une enquête sociale demandée par cet oncle pour la protéger, va être nommée par la justice pupille de la cour de la chancellerie, ce qui aura pour conséquence une résidence, d'être assignée à résidence en Angleterre jusqu'à sa majorité. Donc c'est une période très difficile, hein, étant donné l'amour qu'elle vouait à Paris. Elle se voit exilée dans un pays qu'elle connaît assez peu finalement, et ce sera vraiment très très difficile pour elle, et elle se confie dans sa correspondance à ses amis sur les difficultés de cet exil. Elle dit par exemple: si tu devais rester 9 mois sur 12 dans cet affreux pays où tout le monde est si ennuyeux, si guindé et si religieux. En un mot, j'ai tout ce qu'il me faut, excepté l'essentiel, qui est l'air de Paris, la joyeuse vie de France. Donc une expérience de l'exil qui la marquera profondément toute sa vie. Elle dira: j'ai toujours été l'exilée, la nostalgique, la lointaine, l'éloignée. J'ai toujours eu les yeux tournés quelque part où je voulais être. Et il s'agit pour elle, bien sûr, de tenter d'effacer tout le gris que ce vilain pays, triste et laid, m'a laissé dans l'âme. Donc là, voilà, non, il y en a une avant. Voilà, donc là, on voit Pauline. Non. Vous arrivez. Oui, elle va venir. Elle nous échappe. Voilà, Pauline a 16 ans, l'âge de ses premiers écrits, mais également l'âge où elle se confie, comme le disait Imogène tout à l'heure, dans ses petits carnets et dans sa correspondance avec ses amis, et notamment avec un ami quinquagénaire, Amédée Moulet. Et ses écrits, que ce soit sa correspondance de jeunesse ou ce que l'on trouve dans ses petits carnets, nous en disent beaucoup sur la jeunesse de Pauline et surtout sur ses ambitions pour le futur. On vous disait tout à l'heure, en début de conférence, qu'elle était très déterminée sur ce qu'elle voulait, et effectivement, elle écrit, dès l'âge de 16 ans, dans son journal de jeunesse, « J'ai une œuvre à faire et je la ferai ». Et donc elle affirme déjà, en des termes assez péremptoires, son désir de devenir poète et de se vouer à cette vocation. Et elle dit par ailleurs: « J'ai des idées très avancées, qu'on appelle des idées dangereuses. Vouloir me persuader de ne pas faire une chose, c'est me pousser à la faire tout de suite. » Et un peu plus tard, c'est avec un certain aplomb qu'elle répond à un quinquagénaire, on suppose que c'est cet ami Amédée Moulet, qui l'incite à se marier. Et elle lui répond: « Que diable allez-vous me parler de mariage et de m'annoncer avec une confiance qui touche à l'insulte qu'avant 21 ans, je serai mariée? Vous avez complètement perdu la tête, mon cher ami. Amour, mariage, tout ça c'est bon pour les gens qui n'ont rien à faire, ou pour ceux qui méritent quelques châtiments. Vous croyez que l'unique but de la femme, c'est d'aimer un homme? La malheureuse. Aujourd'hui, les femmes ont autre chose à faire que d'aimer et de se marier. Moi qui adore la liberté, je ne la sacrifierai pas pour un esclavage. » Donc vous voyez déjà, dès son adolescence, elle sait ce qu'elle veut. Mais elle sait aussi que afficher cette indépendance, c'est s'affronter à un monde qui n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, à cette belle époque, très favorable aux femmes indépendantes. Hein. Et elle s'était donnée comme slogan, on pourrait dire: « Le savoir, c'est le pouvoir, l'ignorance, c'est l'impuissance. » Donc on vous a parlé là, à plusieurs reprises d'Amédée Moulet.
Imogen va vous donner quelques... Non, pas beaucoup d'autres. Merci. C'est Quelques très amusant indications. ce qu'elle écrit là-bas. C'est Oui. vraiment ces écrits les plus révélateurs. Vraiment, parce que plus tard, elle écrit des choses, vraiment, elle invente, parce que c'est quelque chose d'intéressant sur Renée Vivien. On ne sait pas quand elle rêve, si elle dit la vérité, elle invente quelque chose. Mais là, ce sont des écrits de sa jeunesse, et c'est vraiment quelque chose de tangible. Là, oui, c'est ça, plus précise, je devrais dire. Mais je n'ai pas beaucoup à ajouter sur Amédée Moulet, mais vraiment, il vaut la peine. Si, ils sont publiés des extraits dans un livre. J'ai une liste de livres là-bas et je vous verrai la citation. Mais Amédée Moulet, c'était vraiment un cousin de son ami de jeunesse, Marie Charnon. Ils se sont rencontrés à un dîner en 1894. Mais c'était dans 50, autour de 50 ans. Elle était vraiment, le vivien Pauline Tarn, seulement 17 ans. Mais c'était un homme cultivé et lui offrait Pauline Tarn la possibilité d'échange intellectuel dont elle avait tellement soif. La pauvre, elle avait tous ses espoirs, mais il n'y avait personne avec des bonnes conversations, des bons échanges. Elle existe toujours dans la Bibliothèque nationale à Paris, à peu près 22 lettres, et aussi des poèmes qu'elle a écrits pour M. Moulet. Ils sont très intéressants, et comme a déjà dit Marie, il représente une source capitale sur la jeunesse de Pauline Tarn et sur sa formation littéraire. Et voici une petite citation de ces lettres. Je n'ai commencé à vivre qu'à partir de 14 ans. Toute la poésie cachée qui était en moi s'est réveillée. Une émotion inconnue m'agitait. C'était le papillon de l'âme qui s'éveilla au fond de sa chrysalide et qui se sentait palpiter ses ailes. Et vraiment, c'est le papillon de l'âme, c'est un livre avec des extraits, ça vaut la peine si vous intéresse. C'est très joli cette idée, le papillon de l'âme. Donc nous avons là Pauline, âgée de 17 ans, hein, et toujours dans cette affirmation de ce qu'elle voulait devenir. Elle croyait que les poètes étaient investis d'une mission. Et elle écrit toujours dans ses fameux petits carnets ses idées, ses projets, des projets qui peuvent sembler démesurés. Elle voulait par exemple écrire une épopée, des opéras, des drames. Et elle confie aussi dans ses carnets son goût pour la solitude. Ainsi dit-elle, « Oh mon ami, je suis heureuse, heureuse dans mon isolement, heureuse dans ma solitude, heureuse dans mon indépendance et dans ma liberté. Comme je voudrais oser être moi-même. Je mens et je dissimule tous les jours. Je suis dissimuler toutes mes tristesses sous un sourire. Je mens et je dissimule tous les jours. » Et d'autres lignes nous frappent pour cette jeune adolescente de 17 ans lorsqu'elle écrit « J'adore la beauté féminine. Moi, une jolie femme, m'inspire une adoration passionnée. » C'est quand même prémonitoire. Nous arrivons en 1898. Pauline a maintenant 21 ans, donc elle a atteint sa majorité et peut entrer en possession de son héritage et de sa liberté. Donc, vous imaginez bien que sa priorité, c'est bien sûr de préparer son retour à Paris, dans sa ville du printemps. Et il faut savoir qu'à cette époque, la France attire et fascine le monde entier. Pauline écrit à une amie, « Paris est la capitale du monde. Les idées de Paris sont adoptées par l'univers pensant. Paris est le cerveau qui pense, le bras qui agit, l'âme qui domine et la main qui crée. C'est le foyer des arts et de la civilisation. L'univers emprunte ses idées à Paris. » On retrouve bien là toute cette fascination qu'elle a pour notre capitale. Et dès son retour à Paris, elle va retrouver Violette Chilito, qui, un soir d'hiver de 1899, va lui présenter une poétesse américaine, jeune, riche, belle, séduisante, intelligente, Nathalie Clifford Barnet, et qui était déjà célèbre pour ses liaisons.
Et un peu plus tard, en sortant de la Comédie Française, Violette Chilito va lire le poème Lassitude de René Vivien, enfin de celle qui s'appelle encore Pauline Tarn, va lire ce poème à Nathalie Barnet. Lassitude. Je dormirai ce soir d'un large et doux sommeil. Fermez les rideaux. Tenez les portes closes. Surtout, ne laissez pas pénétrer le soleil. Mettez autour de moi le soir trempé de rose. Posez sur la blancheur d'un oreiller profond ces mortuaires fleurs dont le parfum obsède. Posez-les dans mes mains, sur mon cœur, sur mon front, ces fleurs pâles qui sont comme une cire tiède. Et je dirai très bas, rien de moi n'est resté. Mon âme enfin repose, ayez donc pitié d'elle, respectez son repos pendant l'éternité. Je dormirai ce soir de la mort la plus belle. Que ces feuilles et les fleurs tubéreuses et lisses, et que se taise enfin au seuil des portes closes le persistant écho des sanglots de jadis. Ah, le soir infini, le soir trempé de roses. Nathalie Barnet se souvient très bien de sa première rencontre avec René Vivien il y a 60 ans de distance, puisque dans ses souvenirs indiscrets, voici comment elle parle de cette première rencontre. Je devais faire sa connaissance en allant à une matinée au Français. La jeune fille, à première vue, me parut charmante, mais trop banale pour retenir mon attention. Voici comment elle apparut à nos rencontres suivantes. Un corps mince, avec une charmante tête aux cheveux plats, couleur souris, aux yeux bruns, souvent pétillants de gaieté. Mais lorsque ses belles paupières bistrées se baissaient, elle révélait plus que son regard, l'âme et la mélancolie du poète que je cherchais en elle. Elle avait un sens de l'humour facile à ranimer et une drôlerie enfantine qui, tout d'un coup, lui enlevait la moitié de ses 20 ans. Donc évidemment, ces deux femmes nourrissent une fascination mutuelle. Elles entament une liaison, elles s'installent ensemble à Paris, rue Alphonse de Neuville. Elles vivent une liaison très riche et riche de tout. Elles se rendront notamment quelques années plus tard, même après leur rupture, sur l'île de Lesbos, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'île où est née, où a vécu la princesse grecque Sappho. Mais ce bonheur, en 1901, est assombri par un appel téléphonique désespéré de Violette Chilito que René Vivien reçoit. Son amie Violette est atteinte de fièvre typhoïde. René part précipitamment à Cannes pour assister son amie dans ses derniers moments et elle meurt 3 semaines plus tard à l'âge de 24 ans. Et c'est une mort dont Pauline ne se remettra jamais tout à fait. Et elle écrit pour elle cette magnifique épitaphe. Doucement tu passas du sommeil à la mort, de la nuit à la tombe et du rêve au silence, comme s'évanouit le sanglot d'un accord dans l'air d'un soir qui meurt de somnolence. Au fond du crépuscule, où sombrent les couleurs, où le monde pâlit sous les cendres du rêve, tu sembles écouter le reflux de la sève et l'avril musical qui fait chanter les fleurs. Le velours de la terre aux caresses muettes t'enserre, et ton front pleure les violettes. Alors on voit que le souvenir de Violette Chilito est toujours associé à cette petite fleur, puisqu'elle en a fait son ex-libris. Ah oui, c'est ça. Mais on ne sait pas d'où vient cet intérêt vraiment des violettes, parce que vraiment toujours à l'âge de 17 ans, quelque chose de très jeune, elle a écrit une longue poésie qui s'appelle la langage des fleurs. Alors elle s'intéresse beaucoup aux fleurs, déjà très jeune. Mais elle a écrit toujours avec M. Moulet, Amédée Moulet, les violettes. Ce sont de petites âmes chastes, auverginales et fraîches tendresses, respirant le sauvage parfum de la liberté. Mais c'est seulement plus tard,
en 1910 qu'elle a reçu ce nom, la Muse aux violettes, par Camille Lemercier-Derme, qui a écrit un petit poème sur elle. Renée Vivien avait des livres reliés en couleur violette, elle aimait toujours cette couleur bien. Alors, et aussi, c'est papier à lettres. Nous avons une frise très souvent avec des violettes. Et comme nous avons déjà vu, l'ex-libris, les violettes. Marcel Tiner, qui écrit un peu d'elle, ses expériences chez Renée Vivien. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que vous n'avez pas perdu trop. C'est un peu de complication, un peu de jeu comme Renée Vivien. C'était une personne qui aimait rigoler beaucoup. Nous avons un peu de complications sur l'horaire aujourd'hui. Vous avez commencé en avance ou alors je suis en retard? Non, il y a eu un changement d'horaire. Ah, c'était pas 15 Il n'a heures? pas été bien enregistré. C'était pas 15 heures? Non, c'était 14 heures. Ah, mais c'est mieux. Installez-vous. Tout ce qu'on rate, on le réussit. Bah oui. Bah, C'est une belle philosophie. bah, ça, surtout le samedi. Bon, vous pouvez résumer ce que vous avez dit? Bon, je plaisante. Je plaisante. Donc la Gazette me doit un café parce que ils m'ont fait perdre 60 minutes. Très bien, merci. Oui, vous connaissez un peu Renée Vivien? Le nom, c'est tout. Ah, c'est Bon, tout. on reviendra un petit peu après. D'accord, très bien. Mais on la connaît. On continue. D'accord, merci. On donne le nom, la Muse aux violettes. Et je parle des violettes. Quelle était ses importances dans sa vie. Quand elle avait une amie Violette qui est décédée très jeune, elle a écrit beaucoup, Renée Vivien, sur les violettes. Et voici une petite citation de la part d'un visiteur chez elle, Marcel Tiner, qui a remarqué de grands bouquets de violettes dans l'appartement de Renée Vivien, le nom de son amie Violette Chilito. Quelques lignes écrites par Renée Vivien. Mon paradis est un doux près de violettes, où le chant régnera sur des âmes muettes. Mon ciel est un beau champ parmi les violettes. Alors revenons un petit peu à Nathalie Barnett, alors pour vous qui n'étiez pas là tout à l'heure. Nathalie Barnett, c'est donc une poétesse américaine et qui a eu une liaison saphique avec Renée Vivien. Et donc là, je voudrais développer un petit peu sur cette personne. Alors, c'était une poétesse et ce sera aussi une personne, elle était fortunée, elle aussi, et elle aura une position assez prestigieuse dans le monde littéraire parisien pendant un demi-siècle, puisqu'elle est décédée en 1963. Et son ami André Rouvert, qui était un journaliste critique et caricaturiste, dira d'elle qu'elle s'est laissée guider toute sa vie par un égoïsme et un caprice sans limite, brillante, sociable, éblouissante et capricieuse, infidèle et séductrice, farouchement égoïste, indifférente à tout, sauf au libre jeu de sa vie. Et Pauline Thym, c'est le nom de naissance de Renée Vivien. Donc pour l'instant, elle est encore dans sa jeunesse, elle n'a pas encore pris son pseudonyme. Donc Pauline ajoute, en parlant de Renée Vivien, « Tendre à qui te lapide et mortel à qui t'aime, être ondoyant qui rien de vrai ne demeure, tu n'accueilles jamais la passion qui pleure. » Donc dans ces quelques lignes, on sent un peu la désillusion de Renée Vivien causée par cet aspect, cette personnalité égoïste et assez égocentrique de Nathalie Barnett. Et en 1901, Pauline et Nathalie se séparent. Et c'est à ce moment-là que Renée Vivien, fuyant les orages de cette liaison passionnée et ayant besoin de repos, retourne vivre au 23 avenue au Bois, dans cette maison où elle a passé son enfance et où elle y a laissé tant de souvenirs. Et peut-être le moment est venu d'évoquer quelques témoignages des contemporains de Renée Vivien, comment elle était perçue par d'autres auteurs, hommes et femmes de cette époque. Merci Marie, oui c'est ça. Mais la plupart de ces témoignages
date vers la fin de la vie de René Vivien. Donc, ils ne sont pas toujours très positifs, ça trouve seulement un côté certain. Marcel Tiner, dont nous avons déjà parlé, a dit « Quelle grâce, quelle distinction souveraine, quel naturel déconcertant. » Elle avait des yeux gris-bleus. Elle était fragile, elle était suave. Et Lucien Lévy-Dormer, c'était un peintre symboliste qui a peint 2 très beaux portraits de René Vivien, et aussi il a dessiné beaucoup de ses couvertures de ses œuvres. Oui, c'est ça, c'est un peu noir, mais ça vous donne une idée. Et on a quelques mots de la part de Lévy-Dormer. Elle était fine, blonde, grecque. Les vers de Sappho avaient en elle une héritière, aussi élégante que les statues antiques jeunes. Très frêle, elle se sentait vaincue. Ses phrases sentaient surtout la poésie. Les triomphes de pierres précieuses chinoises faisaient ressonner en René Vivien des harmonies inconnues de nous. Les mots prononcés par elle étaient déjà ou encore dans le lointain. Beaucoup de choses du passé avaient ému son intelligence. La fable du serpent et celle de la femme. C'est tellement de conventions, d'histoires qui viennent grâce à l'érudition des lectures de René Vivien qui viennent dehors. Elle était légère, mystérieuse, elle a passé comme un bouquet de violettes, fleurs dont elle ne se séparait jamais. Puis nous avons plusieurs témoignages de la part de Colette, mais c'était seulement vers la fin de la vie de René Vivien, et ces témoignages ne sont pas toujours très positifs, mais en même temps c'est un certain intérêt. Mais ici, elle écrit: un brillant et fréquent sourire a illuminé ses yeux couleur de châtaigne, tantôt brun, tantôt. Elle portait long ses beaux cheveux d'un blond d'argent. Je n'ai jamais vu René Vivien triste. Et Louise Faux-Favier, c'était la femme du jeune journaliste, lui rend visite chez elle en 1906. Elle a vu des meubles magnifiques, un petit jardin japonais. Mais à son tour, René Vivien lui a dit à Louise qu'elle lui plaisait parce qu'elle était saine d'esprit, sans complications. Et c'est une piste qu'on peut suivre. C'est que René Vivien vraiment aimait des personnes simples, sans complications. Et dans le même article, Louise continue. C'est un souvenir très précis et admiratif d'une soirée dans le monde. Elle vint un soir, et cette fois très élégante et très parée, pour entendre Georgette Leblanc parler de Péléas et Mélisande. Voilà encore la musique. Un long collier de lalique sur la robe blanche. Peu de fard à ses joues. René Vivien séduisait tous les jeunes poètes qui l'entouraient. Elle laissa à tous un souvenir enchanté. Cette fois, elle ne fila pas à l'anglaise, ce fut à qui l'accompagnerait à sa voiture. Toutes les dames trouvèrent René Vivien ravissante. Et bien sûr, on est frappé par cette simplicité, très intéressant. Mais en même temps, elle donnait cette impression d'une mystique. Et ça, c'est un mot qu'a utilisé Nathalie Barney. Elle a perçu cette chose de mystique en elle. Elle a entretenu cette légende, en fait. Oui, c'est la légende, mais c'est quelque chose de difficile à organiser, n'est-ce pas? Et en même temps, comme Colette a observé, c'était enfantin, mais en même temps, il y a quelque chose de tragique aussi. Et ce sont quelques témoignages. Voilà, merci, Madame Fabi, pour écouter ma musique. Thank you. Au revoir. Beautiful fall. Bon week-end. Au revoir.
Nous en arrivons à la rencontre de, ça fera partie des René gags. Vivien, donc avec Jean-Charles Lebrun, qui sera cet ami, ce confident et son professeur de prosodie. Parce que voilà, René Vivien évoluait dans la haute société, mais il n'y avait pas que des alliés. Étant seule, indépendante, elle ne bénéficiait pas de la surface relationnelle et sociale que pouvait avoir, par exemple, la comtesse de Noailles, qui était de lignée princière, princière, pardon, et donc il y avait un réseau très, très important et de mondanités qui l'ont servi d'une certaine manière. Et elle n'était pas non plus fille et femme de poète, comme pouvait l'être Marie de Hérédia, fille du poète José Maria de Hérédia et épouse d'Henri de Régnier. Et elle n'était pas non plus protégée par un mari influent comme Lucie de la rue Mardru, qui était l'épouse du docteur Mardru, qui était un orientaliste très reconnu dans le monde littéraire. Donc elle sait qu'elle ne devra compter que sur elle-même. Et la rencontre avec Jean-Charles Lebrun va la sortir un peu de cette solitude. Et c'est un jeune agrégé de lettres, helléniste. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elle se plaisait à le surnommer Suzanne, Madame Suzanne, beaucoup plus par jeu et par complicité, parce que ça aussi c'est un trait de caractère de René Vivien, beaucoup d'humour et d'espièglerie. Et au cours de cette relation, c'est une relation très riche, d'échanges, des échanges quotidiens, de visite à visite, mais aussi une très grande correspondance épistolaire qui a trait et qui révèle tout le travail que René Vivien a pu fournir et comment elle a échangé avec Jean-Charles Lebrun sur ses écrits. Et on se rend compte à la lecture de cette correspondance qui contient 500 lettres qui ont été publiées en 2019 par Nelly Sanchez, et donc on retrouve la totalité des lettres de René Vivien à Jean-Charles Lebrun. Et à la lecture de cette correspondance, on se rend compte de l'exigence d'écriture qu'elle pouvait avoir. Et on comprend mieux comment elle pouvait aboutir à cette qualité d'écriture. Et c'est aussi Jean-Charles Lebrun qui va l'imposer à l'éditeur du Parnasse de l'époque, un éditeur très important, Alphonse Lemaire, où René Vivien, on va le voir par la suite, publier ses premières œuvres. Et c'est lui aussi qui va l'accompagner dans le choix du pseudonyme, donc Vivien, un Vivien du nom d'un personnage épique de la chanson de geste. Ce sera d'abord R. Vivien, puis René Vivien au masculin, pour aller ensuite vers ce que nous connaissons aujourd'hui, René Vivien au féminin. Alors, ce choix du pseudonyme, comme un certain nombre de femmes écrivains de cette fin 19e, début 20e, c'était pour pouvoir être un peu plus libres dans leurs écrits, ne pas être critiqués systématiquement. Et chez René Vivien particulièrement, c'était pour masquer bien sûr son sexe, son identité féminine. Pourquoi? Alors peut-être, et poussé en cela par Jean-Charles Lebrun, essayer de se faire publier sous un pseudonyme masculin plutôt qu'un pseudonyme féminin ou son vrai nom, Pauline Tarn, par crainte peut-être du scandale, mais aussi par stratégie. Voir un peu, on publie sous un pseudonyme masculin et on voit un peu ce que ça donne, quelle va être la réaction de la critique, pour peut-être plus tard pouvoir se dévoiler réellement. Alors, je laisse Imogen vous parler un petit peu plus longuement de Jean-Charles Lebrun, parce que Martine vous l'a annoncé tout à l'heure, c'est un enfant du pays. Bien sûr, donc nous avons quelques petites choses à dire sur ce personnage. On pourrait en parler assez longtemps. Mais vraiment, nous avons dit,
Jean-Charles Brun est originaire de Montpellier. C'était un homme brillant, c'était une figure très mal connue. On devrait vraiment faire toute une thèse sur lui. Et très peu de choses qui ont été publiées sur lui. C'est très dommage. Mais peut-être ça va changer un peu. Il y a encore des intérêts sur la civilisation et la langue occitane, n'est-ce pas? J'ai découvert hier soir. Et vraiment, il mérite beaucoup plus de connaissances. Il a fait des études à Montpellier. Et après sa agrégation, son professeur a déclaré que c'était l'étudiant le plus brillant depuis 10 ans. Il a fait une étude, c'est Touchard, le futur, une étude sur les troubadours. Mais malheureusement, il n'a pas terminé ces études. Et en 1892, il s'enfuit à Paris avec une femme mariée, plus âgée que lui. C'est très choquant, n'est-ce pas? Il s'appelait Jenny Massot. Et ils se sont mariés seulement 16 ans plus tard. Et c'était grâce à René Vivien qu'il assistait. Pauvre femme. Mais c'était comme jeune homme, il était très actif au sein du mouvement du Félibrige, ici à Montpellier. Et plus tard, il est devenu un des leaders dans le mouvement régionaliste. Et à Paris, il était actif dans l'action régionaliste. Il a fait des conférences partout, il a voyagé partout en Bretagne, des choses comme ça, vraiment avec ses idées de décentralisation, etc. Et vraiment, il a trop fait. Quelqu'un a dit qu'il ne sait rien à refuser. Il a accepté toutes les invitations. Mais aussi comme homme politique, il a contesté les élections en 1906 à Beauvais, comme c'est sénateur. Qu'est-ce que vous faites en France? mais sans succès. Ce n'était pas vraiment un homme politique. Je crois que c'était plutôt, on dit, plutôt philosophe, penseur, n'est-ce pas? Mais ce qui nous donne, en fin de compte, en 1911, il a publié le texte capital, le régionalisme, qui c'était une analyse du mouvement Félibrige régionaliste. C'est très compliqué. J'ai lu un livre, vraiment, il y a beaucoup de sciences politiques, choses vraiment extraordinaires. À Paris, Jean-Charles Brun continuait à travailler comme professeur au collège de l'IPS des sciences sociales, mais il jouait plusieurs rôles, ça c'est intéressant. Professeur de lycée, homme politique, poète. Il a publié déjà des poèmes avant de venir à Paris. Et en même temps, c'était un modeste, mais c'était bon catholique, ça c'est intéressant. Ça faisait partie des idées de régionalisme, mais bon catholique, mais habitant avec une femme mariée en cachette. Mais vraiment, en même temps, il a recommandé le féminisme et les réformes sociales et l'éducation parmi les pauvres. Alors, il avait beaucoup d'élan, qu'est-ce qu'on dit? L'investissement. L'investissement, d'engagement. Engagement partout, c'est un peu trop, n'est-ce pas? Et c'est dès le début de 1900 qu'il a donné cette leçon de prosodie à René Vivien, grâce à une introduction de la famille Barny, qui avait toujours des liens sociaux, n'est-ce pas? Et je ne dois pas répéter ce que tu as dit, Marie, mais il est devenu vraiment ami et confident pendant presque 10 ans, n'est-ce pas? Aussi chercheur, il a fait beaucoup de petits travaux, de traduction même pour René Vivien. Il était à la botte de René Vivien, c'était absolument extraordinaire. Mais c'était un appui constant. Et c'est extraordinaire qu'il pouvait avoir du temps pour être à la disposition de René Vivien, et aussi d'écrire des livres et donner des conférences, mon Dieu. Mais c'est ça. Il était témoin de ce qu'elle faisait chaque jour. Elle était vraiment, René Vivien pouvait écrire 7 ou même 8 versions d'un poème. Elle était tellement perfectionniste.
mais tous les deux se sentaient doubles. Ça, c'est très intéressant. Ils étaient très semblables, qu'est-ce qu'on dit ça? Mais ils étaient vraiment, ils avaient tous deux des vies secrètes, cachées, utilisant des pseudonymes parce que habitant caché avec cette femme. Il a dû déménager très souvent. Il a changé de nom. Il y avait monsieur et madame Verne à ce moment. C'est extraordinaire. Utilisant de faux noms. Mais aussi René Vivien, c'était un pseudonyme. Mais plus tard, il a utilisé le nom de Paul Riversdale comme autre pseudonyme. C'est très compliqué ce qu'il faisait avec ce Paul Riversdale. Mais c'est vraiment une confusion, des jeux intellectuels, mais cette fraternité, cette complicité, c'est vraiment comme ça. Et dans ce livre-là, nous avons essayé, vous verrez qu'il y a toute la personnalité de René Vivien, de ses espiègles, de ses jeux, de des choses intimes et de sa vie sociale, la simplicité. Alors c'est très triste, c'est dommage, c'est seulement après 4 ans de connaissance que René Vivien a découvert l'existence de cette pauvre femme, Jenny Massot. Et c'est en juillet 1906 qu'il eut le mariage. Mais très, très dommage, en septembre 1907, Jean-Charles Brun a une mutation, qu'est-ce qu'on dit ça? Mutation. Pour aller travailler à Saint-Omer. Il devait continuer sa profession de professeur de lycée, de gagner peu de pension, n'est-ce pas? Mais une toute petite chose qu'elle a écrite, je ne vois pas si nous avons trop de temps, qu'a écrit Charles Brun. Elle était de René Vivien. Elle était visitée par l'aspiration en voyage sur un paquebot dans une chambre d'hôtel. Au milieu de ses livres, aux reliures violettes, on voit des notes, des idées pour des choses futures. On ne finissait jamais. Mais c'est Jean-Charles Brun qui a témoigné tout ça. Il était toujours en éveil à la poésie. Oui, c'est ça. Excuse-moi, nous avons le temps, ça va? Oui. Donc, Jean-Charles Brun, qu'il a donc présenté à l'éditeur Alphonse Lemaire et qui a contribué à la publication de son premier recueil, Études et préludes, un recueil qu'elle dédie à Nathalie Barnet. Et avec toute, à la fois la joie, mais aussi l'anxiété de cette première publication. Et elle comparait ce recueil comme un petit voilier frêle sur le grand océan. Et elle craignait de le voir naufrager ou arriver triomphalement au port. Et ce premier recueil a été reçu très très favorablement par la critique. Et il n'a pas été perçu comme un recueil saphique, mais avec quand même certains doutes de la part de certains critiques qui sont perplexes sur le sexe de l'auteur. Et il est dit, le vers est solide, bien fait, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un homme. Mais la caresse est ambiguë. Alors, des doutes qui auraient peut-être été suscités par un poème dont je vais vous lire un extrait. L'ombre jetait vers toi des effluves d'angoisse. Le silence devint amoureux et troublant. J'entendis un soupir de pétales qu'on froisse, puis le lys entre les lys m'apparut ton corps blanc. J'eus soudain le mépris de ma lèvre grossière. Mon âme fit ce rêve attendri de poser sur ta grâce où longtemps s'attardait la lumière, le souffle frissonnant d'un mystique baiser. Éparse autour de toi fleurait la tubéreuse, tes seins se dressaient fiers de leur virginité. Dans mes regards brûlait l'extase douloureuse qui nous étreint au seuil de la divinité. L'année suivante, en 1902, elle paraît son second recueil, Cendres et poussière. Et il s'ouvre sur une invocation à Sappho, en référence donc à l'Aède grecque,
Et Renée Vivien continue cependant de maintenir l'ambiguïté. Elle signe ce recueil R. Vivien. Elle n'est même pas encore avec le prénom complet, qu'il soit masculin ou féminin. Et la dédicace, cette fois, est adressée à une autre femme, à son amie HLCB. Il s'agit d'Hélène Louise Caroline Betty, née Rothschild, épouse du baron Zwillen. La baronne de Zwillen, enfin ce couple Zwillen qui possède une fortune colossale. Monsieur le baron de Zwillen est passionné d'automobile et il est le cofondateur, président de l'Automobile Club français. Il sera aussi le commanditaire du marquis de Dion qui avait fondé avec Monsieur Bouton la prestigieuse automobile Dion-Bouton. La baronne elle-même pilotera, elle réalisera quelques grandes courses, le Paris-Madrid, le Paris-Berlin, comme pouvaient le faire certaines femmes audacieuses de cette époque. Et une liaison va naître entre ces deux femmes. Une liaison qui sera aussi riche d'écrits, puisque Hélène de Zwillen et Renée Vivien publieront plusieurs ouvrages ensemble, mais certains exégètes de l'œuvre de Renée Vivien restent persuadés que la plupart de ces ouvrages sont bien sûr de la plume de Renée Vivien. D'autres paraîtront sous le pseudonyme de Paul Riversdale, comme on disait tout à l'heure, donc emprunté un certain nombre de pseudonymes. Et de 1901 jusqu'à 1907, Renée Vivien va vivre cette relation qui est une relation très sécurisante pour elle, Hélène de Zwillen lui apportant une certaine protection, beaucoup d'attention, beaucoup de calme et de sérénité. Mais pour autant, Renée Vivien ne rompra jamais totalement avec Nathalie Barnet. Et ensemble, comme je le disais tout à l'heure, en 1905, elles vont se rendre sur l'île de Lesbos. Et son recueil Évocation s'ouvre sur une invitation au voyage. Douceur de mes chants, allons vers Mytilène. Voici que mon âme a repris son essor, nocturne et craintive ainsi qu'une phalène aux prunelles d'or. Allons vers l'accueil des vierges adorées. Nos yeux connaîtront les larmes des retours. Nous verrons enfin s'éloigner les contrées d'éternes amours. L'ombre de Psapha, tissant les violettes et portant au front de fébriles pâleurs, sourira là-bas de ses lèvres muettes, lasses de douleur. Donc ce recueil, publié en 1903, sera couvert d'éloges. Les critiques vont apprécier la présence dans ce recueil des hymnes antiques, et ce qui était fort prisé à l'époque, à cette époque de retour au néoclassicisme. Et même lorsque Renée Vivien dévoilera totalement son identité sexuelle, la critique, elle fera encore l'unanimité au sein des critiques, et cette unanimité se fera surtout sur la qualité et la sincérité de cette poésie. Et même Charles Maurras, qui était un critique à l'époque, mais qui n'était pas, il faut bien le dire, très enclin à adhérer au thème saphique cher à Vivien, écrira dans son ouvrage L'avenir de l'intelligence, il a consacré un chapitre entier au romantisme féminin, il écrira à propos de Renée Vivien, il la reconnaît supérieure à Baudelaire, dont cependant, selon lui, elle ne sera que la fille. Et Jean de Gourmont, en 1905, dans son ouvrage Muse d'aujourd'hui, appréciera la belle sincérité qui s'exprime dans ses vers. Et Jean-Ernest Charles, fondateur des Samedis littéraires, écrira, débordant d'enthousiasme face aux écrits de Renée Vivien, « Le vers est cadencé, nuancé, jamais alourdi d'épithètes vaines. Qui refusera, dites-le, d'admirer cette poésie fiévreuse où frissonne le génie, alors que chez tant de poètes, la poésie n'est que de la rhétorique. Ici, c'est de la vie, et quelle vie !» La même année, donc, elle publie Sappho, donc cette traduction dont on vous a parlé, cette traduction des vers de la poétesse grecque, et qu'elle signera cette fois Renée Vivien au féminin.
Et à ce moment-là, René Vivien est vraiment au zénith de la création littéraire et de sa notoriété. Comme l'a dit Imogen tout à l'heure, ami du peintre Lévi Dormeur, il fera d'elle deux pastels, donc deux portraits dont vous en voyez un là donc pour vous sur la gauche de l'écran. Il y aura également Rodin qui sculptera son buste, un buste que l'on peut voir au musée Rodin à Paris. Et puis ici, c'est Alice Pike Barnet, donc la mère de Nathalie Barnet, qui avait fait un portrait de René Vivien. Et on reconnaît, donc dans le poème, le recueil de poèmes Sappho, consacré aux traductions des poèmes de Sappho, de la Hède grecque, il s'ouvre sur l'Aude à la femme aimée. Et les critiques reconnaissent dans cette traduction une grande qualité de traduction, une grande maîtrise, et on y dit que René Vivien y transpose remarquablement la fluidité et la musicalité des vers de Sappho. Et voici donc ce poème. Ode à une femme aimée. L'homme fortuné qu'enivre ta présence me semble l'égal des dieux, car il entend ruisseler ton rire et rêver ton silence. Et moi, sanglotant, je frissonne toute, et ma langue est brisée. Subtile, une flamme a traversé ma chair, et ma sueur coule ainsi que la rosée âpre de la mer. Un bourdonnement remplit de bruit l'orage mes oreilles, car je sombre sous l'effort, plus pâle que l'herbe, et je vois ton visage à travers la mort. Et René Vivien ne se contente pas seulement de traduire Sappho, elle restaure également toutes les strophes mutilées, parce que vous imaginez bien que les écrits de cette poétesse de l'Antiquité ont été retrouvés un peu ce sont des morceaux de dentelle parfois. Et elle entend rétablir ainsi le sens originel du texte, que depuis la Renaissance, parce que Sappho a été traduite dès la Renaissance, mais tous les traducteurs orientaient un petit peu leur traduction selon le sens conforme à la morale. Et René Vivien, au contraire, a voulu reprendre le texte dans sa totalité pour que l'on considère bien l'œuvre dans son entièreté. Et elle ajoute également à ses traductions sa biographie de René Vivien, et là aussi avec le même souci de rendre à cette poétesse toute l'autorité littéraire qui lui revenait à l'époque, et l'authenticité aussi de cette poétesse. Et l'année suivante, elle va effectuer le même travail avec d'autres poétesses grecques, les Kitharèdes, et également sur les fragments et sur tout ce qu'elle a pu trouver concernant ces poétesses. Et pendant cette année 1904, elle va également publier un recueil de nouvelles, La Dame à la Louve, et sous le pseudonyme cette fois de Paul Riversdale, et également un roman, Lettres doubles, et un volume de contes, Netsuke. Donc vous voyez un petit peu sur une année la quantité de travail qu'elle était en capacité de fournir. Et toujours en cette année 1904, elle va recevoir la lettre d'une admiratrice turque, Kerime Türkan Paşa. Et c'est le début d'une correspondance de plus d'une centaine de lettres. René Vivien ira la voir avec Nathalie Barnet. Et cette personne, Kerime, est une femme séduisante et d'une grande érudition. Et on voit bien que tout le réseau relationnel de René Vivien était au fait de personnes de grande érudition, reconnues en tout cas pour leur grande connaissance. Et Kerime est mariée à un diplomate qui sera hélas assassiné à Paris dans les années 20. Et les relations de cet amour lointain se poursuivront jusqu'en 1908. Et plus tard, Kerime ira vivre à Paris de longues années, et elle dira au poète et exégète, critique littéraire Yves Le Dantec,
à propos de René Vivien, Kérimé dira donc à cette personne, c'est le plus joli souvenir de ma vie. Et donc, voilà, 1905, le voyage à Mytilène, je n'y reviendrai pas. Et Imogène, je te laisse la parole pour revenir un petit peu sur la personnalité un petit peu mystérieuse de René Vivien. Voilà. Voilà. C'est seulement un petit peu de mots sur la personnalité. Mais il y a très peu de... Sur la vie, il y a vraiment... Nous avons très peu de détails là-dessus, n'est-ce pas? Il y a quelques aperçus dans les lettres, surtout à M. Moulet dont nous avons parlé, mais vraiment, il y a des choses elle-même, elle dit des choses un peu rêvées, n'est-ce pas? Elle invente que son père était écossais, des choses comme ça. Alors, il faut vraiment pas croire toutes les choses qu'on lit dans les livres sur sa vie. Parce que c'était une personne discrète, elle n'aimait pas la vie mondaine, elle cachait ce qu'elle faisait pour la plupart du temps, elle avait beaucoup de masques, comme nous avons vu avec les pseudonymes. Et vraiment, c'était vraiment... Elle a commencé comme être androgyne, n'est-ce pas? Elle parle de cette conception d'une personne androgyne, n'est-ce pas? C'est une chose qui s'intéresse. Surtout, une femme m'a paru dans ce moment-là. C'était un être double, mais elle avait cette érudition extraordinaire. Ses lectures dès son enfance étaient extraordinaires, comme elle écrit à Moulet. Je ne sais pas d'où il a pu trouver ses livres à Paris, c'est Brentano, W.H. Smith, rue de Rivoli, mais elle lisait partout, tout le temps, dès son enfance. Mais c'est en même temps qu'on voit ici, et dans plusieurs des lettres, parce que ces lettres sont très révélantes, épistolaires, c'était une personne espiègle, subversive, on a déjà parlé de ça, aussi un esprit farceur. Mais en même temps, comme nous avons déjà vu, c'était une perfectionniste. Elle travaillait sans trêve. Mais continuons, qu'elle déteste les mondanités. Elle est allée en Amérique en 1900 avec Nathalie. Elle continue à lire, elle se dit aimer se distraire avec les études de grec ou de lecture. Mais elle a observé avec amertume que Nathalie Barney, au contraire, valse avec un entrain qui ne se lasse jamais. Elle exprimera son dépit par ces mots. Tes yeux bleus, à travers leurs paupières mi-closes, recèlent la lueur des vagues trahisons. Je te hais et je t'aime abominablement. Alors cette confusion entre elles, pauvres dames. C'est un conflit intérieur. Oui, c'est ça, absolument. Mais dans une lettre à Jean-Charles Brun, elle nous parle de comme elle aimait la simplicité. Ma chère Suzanne, je vous assure que j'aurai un très grand plaisir à vous voir ce soir, ainsi que Madame Suzanne. Vous m'aiderez tous les deux, à distraire les Ledrin. Monsieur Ledrin, c'était conservateur au Louvre, avait des amis très cultivés, n'est-ce pas? Vous m'aiderez tous les deux à distraire les Ledrin, qui sont charmants, pas poseurs, intelligents, pas trop littéraires, bref, très sympathiques. Et les relations avec sa sœur cadette Antoinette nous disent beaucoup, aussi encore la simplicité, comme elle aimait la vie normale de tous les jours, de toutes nos femmes, n'est-ce pas? Et cette sœur cadette s'était mariée avec le capitaine Alston à Londres. Et puis en 1908 est né le petit Paul, c'était le fils de Antoinette, et qui René Vivien était la marraine. Il existe une petite correspondance sur ça. Je compte sur toi, ma chérie, parlant à Antoinette, pour dire au petit Paul, lorsque tu lui montreras
2 petites robes et la paire de souliers que la tante marraine lui a envoyée en guise d'œuf de Pâques. Et lui souhaite plein de belles choses. Et dans une autre lettre à une amie de Toinette, il dit « Toinette et Francis sont partis ce matin. Ils me manquent déjà terriblement. Leur visite a été un vrai bonheur pour moi, une telle excitation. Nous avons couru les magasins et Francis nous a aidés à choisir des toilettes de Toinette. Et aussi, je veux vous parler un peu de Nice, parce que René Vivien aimait visiter Nice, où avait aussi Madame de Zuilen avait eu une très grande villa là-bas. Et en 1904, René Vivien a loué un villa, le Clos Fleury, à Nice, pour 2 ans. Et après ça, il a loué une autre villa où il était allé avec Colette. Et vraiment, elle avait une vie un peu plus sociale là-bas. Elle avait fait des visites. Elle est allée au casino de Monte Carlo, parce qu'on sait ce qu'on faisait à cette époque, n'est-ce pas? Elle a eu des sorties sur un yacht. Et Madame de Zuilen a été assise à une exposition de chiens, des choses comme ça. Mais elle a écrit « Je suis très heureuse d'être à Nice. C'est toujours un repos pour moi. Et quand j'aurai terminé de moins agréables zones, je me mettrai au travail et je commencerai un nouveau volume de prose. » Alors, ce n'est pas vraiment un repos, elle pense au prochain projet tout le temps. C'est une petite aperçu sur la vie. Ça va, pas trop loin. Ça va? Oui. Et donc, on a vu donc, toute cette période où René Vivien a été reçu très très favorablement par la critique. Et hélas, à partir de 1905, elle va connaître une période de découragement. Alors pourquoi a été initié comment est arrivé ce découragement? Eh bien, 2 ouvrages vont déconcerter considérablement la critique et seront qualifiés de sulfureux. La Vénus des aveugles, dont le titre est explicité dans son roman autobiographique Une femme m'a paru. Et dans ce roman, René Vivien justifie la dualité de l'être androgyne. Et donc, de cette façon, elle malmène les codes sociaux et les conventions morales de l'époque. Et elle s'insurge très ouvertement et très explicitement dans ses écrits. Elle s'insurge avec fureur contre les valeurs morales, les valeurs de la morale patriarcale. Et donc, extrait de La Vénus des aveugles, quelques strophes d'un poème qu'elle a intitulé Litanie, et qui sont très révélateurs de ce qui a pu expliquer la répulsion de la critique. La haine nous unit, plus forte que l'amour. Nous haïssons le rire et le rythme du jour, le regard du printemps néfaste au retour. Nous haïssons la face agressive des mâles. Nos cœurs ont recueilli les regrets et les râles des femmes au front lourd, des femmes au front pâle. Nous haïssons le rude qui souille le désir. Nous jetons l'anathème à l'immonde soupir d'où naîtront les douleurs des êtres à venir. Nous haïssons la foule et les lois et le monde comme une voix de fauve à la rumeur profonde. Notre rébellion se répercute et gronde. Amante sans amant, épouse sans époux, le souffle ténébreux de Lilith est en nous, et le baiser d'Éblis nous fut terrible et doux. Plus belle que l'amour, la haine est ma maîtresse, et je convoite en toi la cruelle prêtresse dont mes lividités aiguiseront l'ivresse. Mêlant l'or déjeuner à la nuit des iris, nous renierons les pleurs mystiques de jadis et l'expiation des cierges et des lys. Je ne frapperai plus aux somnolentes portes. Les odeurs monteront vers moi, sombres et fortes, avec le souvenir diaphane des mortes. Vous imaginez bien que face à de tels écrits, les critiques se sentent de plus en plus mal à l'aise et la tolérance esthétique ne pourra pas empêcher l'anathème.
Et il leur paraît, donc en se resituant dans ce contexte de l'époque, il leur paraît inadmissible qu'une femme puisse bousculer à ce point les valeurs morales et attaque de cette façon les fondements de la société patriarcale en portant atteinte à la famille, à la maternité. Et Renée Vivien sent alors peser sur elle la réprobation sociale qu'elle ressent comme un échec et qu'elle exprime dans son poème « Mes victoires ». Tel un arc triomphal, plein d'ocre et d'azur, les horizons du soir s'ouvrent, larges et purs. Quand passerai-je avec mes victoires dans l'âme sous l'arc édifié pour celui qu'on acclame? L'arc mémorable et vaste enferme le couchant, sa courbe pareille au rythme fier d'un chant. Quand passerai-je, ayant sur moi comme un bruit d'ailes que font dans l'air sacré mes victoires fidèles? Certes, l'heure n'est point au poète, et moi je n'ai que ma jeunesse, et ma force, et ma foi. L'arc triomphal et lâche, clair parmi les nuits noires. Quand passerai-je sous l'aile de mes victoires? Je le sais. Aujourd'hui, cela fait moins de mal. Je ne passerai point sous un arc triomphal, et je n'entendrai point la voix ivre des femmes qui sanglotent. Voici l'offrande de nos âmes. Résignées, et songeant aux défaites passées, j'aurai sur moi le bruit de leurs ailes lacées. Comme un arc triomphal plein d'ocre et d'azur, les horizons du soir s'ouvrent larges et purs. Dans un poème issu de son recueil « Alors des mains jointes », qui sera publié en 1906, Renée Vivien va clamer une sorte de profession de foi païenne, prenant le Christ comme témoin de son innocence. Alors bien qu'elle ait toujours exécré les institutions religieuses, elle a toujours témoigné d'une vraie empathie envers la figure du Christ, qu'elle considère victime comme elle de l'incompréhension des puissants et des indécis, dira-t-elle. Alors donc je vais vous lire un extrait de cette confession qui sera qualifiée en son temps par le critique Léon Bocquet de poème d'année des plus admirables qui soient. Ainsi je parlerai. Si le Seigneur penchait son front sur mon trépas, je lui dirais: Ô Christ, je ne te connais pas. Seigneur, ta stricte loi ne fut jamais la mienne, et je vécus ainsi qu'une simple païenne. Vois l'ingénuité de mon cœur pauvre et nu, je ne te connais point, je ne t'ai point connu. J'ai passé comme l'eau, j'ai fui comme le sable, si j'ai péché, jamais je ne fus responsable. Le monde était autour de moi, tel un jardin, je buvais l'aube claire et le soir cristallin. Le soleil me saignait de ses plus vives flammes et l'amour m'inclina vers la beauté des femmes. Voici, le large ciel s'étalait comme un dais, une vierge m'apparut sur mon seuil. J'attendais. La nuit tomba, puis le matin nous a surprises, maussadement, de ces maussades lueurs grises. Et dans mes bras qui la pressaient, elle a dormi ainsi que dort l'amante au bras de son ami. Depuis lors j'ai vécu, dans le trouble du rêve, cherchant l'éternité dans la minute brève. Je ne vis point combien ses yeux clairs restaient froids, et j'aimais cette femme au mépris de tes lois. Comme je ne cherchais que l'amour, obsédé par un regard, les gens de bien m'ont lapidé. Moi, je n'écoutais plus que la voix que j'aimais, ayant compris que nul ne comprendrait jamais. Pourtant la nuit approche, et mon nom périssable s'efface, tel un mot qu'on écrit sur le sable. L'ardeur des lendemains, c'est aussi décevoir. Nul ne murmurera mes strophes vers le soir. Vois maintenant, Seigneur, juge-moi, car nous sommes face à face devant le silence des hommes. C'est intéressant de noter qu'elle, sur son lit de mort, elle s'est convertie à la catholicisme. Au catholicisme. C'est très compliqué, sa vie religieuse et philosophique.
pleine de contradictions, d'avancées, de reculades. Oui. C'est ça. On va revenir un petit peu à l'avenue du Bois. Comment l'atmosphère de cet intérieur. Je laisse Imogène. C'est pas beaucoup, mais je ne sais pas d'où vient cette description. René Vivien continuait à recevoir des gens dans ces dernières années. J'ai vraiment continué au dernier mois de vivre une bonne vie, de voyager, choses comme ça. Et René Vivien avait aménagé une sorte de temple, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est intéressant. Un rez-de-chaussée sur un adorable petit jardin pieusement composé qui donnait sur l'avenue. On peut toujours le voir, c'était un petit jardin japonais. Dans le salon, un parfum de l'encens, de lourds rideaux de vitres rares, des volets cloués, cierges et lanternes comme l'éclairage, des quantités de bibelots précieux, des soieries orientales. À côté, une chambre de musique, bien sûr, avec une magnifique collection d'instruments anciens et aussi de monnaie ancienne. Murs, sol et plafond sont tendus de sombre satin chinois. Cabinet de travail Louis XVI. Dans la chambre, un immense lit chinois en forme de nacelle, ayant appartenu à un riche fumeur d'opium. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être une invention, cette idée, ce livre. Mais on peut noter, n'est-ce pas, à l'époque, beaucoup de poètes de l'époque soignaient de leurs intérieurs, surtout nous connaissons Huysmans, n'est-ce pas, mais il y a toujours Loti et Ganpo, le Comte de Lille, Oscar Wilde, n'est-ce pas, c'était à la mode. Et aussi à la mode, bien sûr, c'était l'orientalisme. Et René Vivien avait assez grande collection d'objets et d'œuvres d'art japonais et de l'Orient que vous pouvez voir maintenant dans le musée Chanouchi à Paris. Musée Chanouchi qu'on appelle aussi musée Guimet. On ne sait pas, je ne crois pas, on n'a jamais trouvé le musée Guimet. Non, mais c'est Chanouchi, c'est celui-là, c'est l'ancien nom. Mais tu as vu Oh, pardon. Et je vais avoir deux citations, mais vraiment qu'elle avait cette collection de Bouddha. Et oui, c'est ça, ils sont au musée Chanouchi. Elle écrit à Jean-Charles Brun, ce n'est pas la première fois que par votre négligence, on ne pardonne pour moi, ça c'est autre chose. Il était très amusant ce qu'elle a écrit, très comme amitié, n'est-ce pas, parce que j'ai commencé, je vais continuer. Ce n'est pas la première fois que par votre négligence, vous m'avez fait verser des larmes de rage, enfin, voilà. Je vous dois un de mes plus amers désappointements, de la vie. Pardon, ça n'a rien à voir avec Avenue du Bois, mais c'est un exemple très amusant de ce qu'elle écrivait quelquefois à Jean-Charles Brun. Alors, voici très vite sur les Bouddhas. Elle se trouve à Blois et lui écrit, je suis ici pour quelques jours. Jeudi, je serai de retour parmi les Bouddhas. Que voulez-vous? Je suis née impatiente. C'est pour cela que j'ai chez moi des Bouddhas très sages, que je l'espère m'apprendront un jour la vertu de la résignation. Parfait. Alors pour poursuivre un petit peu sur la description de l'intérieur de René Vivien que vient d'évoquer Imogène, j'aimerais vous lire son poème intérieur qui évoque bien cette atmosphère raffinée et malgré tout on peut dire quelque peu mystique quand même. Bien sûr. Dans mon âme a fleuri le miracle des roses. Pour me mettre à l'abri, tenons les portes closes. Les rideaux sont tirés sur l'odorant silence, où l'heure au cours égal coule avec nonchalance. Notre chambre paraît un jardin immobile où les parfums errants viennent trouver asile. Pour garder cette paix faite de lueurs roses, ô ma sérénité,
tenons les portes closes. La lampe veille sur les livres endormis et le feu danse. Les livres sont nos amis. Oui, les chuchotements ont perdu leur venin et la haine d'autrui n'est plus qu'un mal bénin. Ta robe verte a des frissons d'herbe sauvage, mon ami, et tes yeux sont pleins de paysages. Loin des pavés houleux où se fanent les roses, où s'éraillent les champs, tenons les portes closes. Donc on a vu au travers des deux textes, des deux poèmes précédents, issus de cette perte de confiance, de ce découragement de René Vivien, à partir de 1907, elle rentre là vraiment dans une phase d'épuisement, on va dire. Alors deux événements ont sonné ces années noires. C'est une séparation d'avec Hélène de Zuylène, et puis la mutation, comme le disait tout à l'heure Imogène, la mutation de Charles Brun dans un lycée de province. Donc elle perd là un confident, un ami sûr, et puis aussi un précieux collaborateur. Et déçue et meurtrie par l'incompréhension du public et l'anathème qui a été jeté sur ces derniers ouvrages, elle se sent vaincue, elle pense même d'avoir échoué dans sa mission de poète. Et j'ai vu m'échapper l'amour comme la gloire, dira-t-elle. Je l'ai compris, et nul ne me lira jamais, écrit-elle. Et elle décide alors de retirer ses livres du commerce, disant « Je ne vendrai plus mon âme à 3,50 francs », écrira-t-elle à Nathalie Barnet. Non pas par renoncement, mais par refus et pour ne rien concéder à la morale qui la condamne. Une gifle à la critique, en conséquence, et au public qu'elle considère indigne de la lire. Et résignée, elle s'éloigne et multiplie les voyages dans ces dernières années. On l'a dit tout à l'heure, elle ira même quelques mois avant sa mort, accompagnée de sa mère, au Japon. Et bien qu'épuisée, elle ne cessera d'écrire et de publier. En 1907, 2 ans avant sa mort, elle publie Flambeaux éteints. En 1908, Sillage, son chant du cygne, on pourrait dire. Et 3 autres recueils suivront, mais après sa mort, et qui auront été publiés grâce aux soins d'Hélène de Zuylène. Et ils traduisent dans leur titre même toute la mélancolie profonde que ressentait René Vivien. Dans un coin de violette, donc elle revient sur cette amitié perdue, ce chagrin profond causé par la mort de Violette Chilito, et toujours cette thématique des violettes. Le vent des vaisseaux, un autre recueil, et le tout dernier, Aion, qui s'achève par son épitaphe, qui est gravé sur sa tombe au cimetière de Passy. Voici la porte d'où je sors. Ô mes roses et mes épines, qu'importe l'autrefois je dors, en songeant aux choses divines. Voici donc mon âme ravie, car elle s'apaise et s'endort, ayant pour l'amour de la mort pardonné ce crime, la vie. Elle meurt le 18 novembre 1909 à 6h45, âgée seulement de 32 ans. Un office somptueux en l'église de Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Elle est inhumée sous une simple dalle au cimetière de Passy auprès de son père. Et c'est Hélène de Zuylène, avec l'accord de la famille, qui, trouvant la tombe trop triste, va ériger cette petite chapelle gothique que l'on peut évidemment, sur laquelle on peut se recueillir actuellement, au cimetière de Passy, où on peut retrouver sur le côté gravé l'épitaphe que je viens de vous lire. Alors, pour terminer cette conférence, ce que nous voudrions dire, c'est que loin d'avoir échoué, comme elle pouvait le penser à la fin de sa vie, René Vivien réussit sa mission de poète. Les thèmes modernes, universels de son génie poétique et la forme classique parfaite la classe parmi les plus grands. Et pour clore cette conférence, je voudrais vous lire un quatrain épitaphié qui a été composé à la mémoire de René Vivien par Claude Évrard, qui a fondé en 1994, comme le disait tout à l'heure Martine, l'Académie René Vivien. Une académie qui a été fondée en Picardie, et justement pour honorer un petit peu, oui, honorer, non pas qu'un petit peu, mais honorer la mémoire de cette poétesse. Une ombre pâle a recréé les souvenirs cendrés, et dans la poussière spectrale, tendrement, j'ai respiré ta mort. Voilà.
terminerons sur ces mots. Et mais avant de quitter, juste encore quelques mots sur l'Académie René Vivien. Donc bien sûr honorer la mémoire de René Vivien, mais également d'autres poétesses tombées dans l'oubli, mais pas que. L'Académie René Vivien est aussi ouverte à tout poète. Nous avons donné des conférences et des entretiens sur des hommes, G. Prévert, Joël Bousquet par exemple. Et chaque année, en décembre de chaque année, et donc c'est un prix qui avait été au départ créé par Hélène de Zuilen en 1935 et qui a perduré jusqu'en 1939. Il a ensuite été abandonné en raison du départ d'Hélène de Zuilen aux États-Unis pour se protéger de la montée du nazisme, puisqu'elle était juive. Et il a été repris ensuite après la guerre, en 1947. C'est Nathalie Barnet qui a repris en main ce prix jusqu'à sa mort, jusqu'en 1963. C'est un prix qui a été remis. Et nous, en 1994, nous avons, ne connaissant pas l'histoire que je viens d'évoquer de ce prix, nous avons cru créer le prix René Vivien, qui en fait existait déjà. Et nous avons découvert qu'il avait été attribué à Lucille Larue-Mardru, une poétesse dont je parlais en tout début de conférence, mais également à Marguerite Yourcenar, à Germaine Beaumont, et à Louise de Villemorin, par exemple, pour prendre des figures qui ont une certaine célébrité. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce personnage qui je l'espère, continuera à vous faire, à attiser votre curiosité en tout cas. Nous vous remercions bien sûr pour votre écoute et puis je tiens à remercier Marty d'avoir organisé oui, nous avons offert cette possibilité de donner cette conférence ici à Gazette Café, un lieu que nous ne connaissions pas du tout, qui est riche d'événements. Fourmille un peu de culture tous azimuts, on dira. Voilà, donc merci à vous, merci de votre présence. Merci. Et sur la table, vous allez trouver des flyers qui vous permettront, si vous voulez connaître un petit peu mieux les activités de l'Académie René Vivien, vous allez trouver les coordonnées de l'Académie René Vivien, coordonnées postales, mais également l'adresse de notre site. Nous avons un site internet sur lequel vous trouverez vraiment l'ensemble de nos activités. Et puis également l'activité des membres également, vous verrez qu'ils publient aussi pas mal une présentation de leurs ouvrages. Vous trouverez la présentation de cet ouvrage-là sur les lettres inédites de Jean-Charles Lebrun. Et puis j'ai exposé également 3 de mes recueils poétiques si vous souhaitez découvrir un petit peu ce que je peux faire dans ce domaine. Voilà ce que je peux écrire. Voilà. Bon. Nous sommes bien sûr à l'écoute de vos commentaires et de vos éventuelles questions. Ce n'est pas trop long pour